vendredi 15 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Il est aussi l'auteur des chroniques souvenirs que vous pouvez voir apparaître à quelques moments au cours de la saison sur notre page Facebook du F1 Podcast. Kevin Fontaine, comment ça va? Ben, ça va super bien, Martin, et toi? Ça va. Numéro un, on a un épisode chargé aujourd'hui. Et de Mhm. l'autre côté, pour nous aider à passer à travers tous ces sujets-là, eh bien, il est le descripteur et l'analyste des courses de F1 sur la chaîne du GTCQ TV. Il est aussi un membre en règle du FSR Team, qui est notre partenaire ici au F1 Podcast. Vous le connaissez sous le nom François Goulet, mais il a été fraîchement rebaptisé par nul autre que moi-même, maintenant connu sous le nom de Franco Goulet Pinto. Comment ça va, François? Muy bien, Marty, muy bien. Écoute, les boys, avant qu'on rentre dans tous les sujets qu'on a à traverser aujourd'hui, c'est passé beaucoup d'actions. On dirait que ça fait pratiquement un mois qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais juste faire un petit rappel pour tous les amateurs de F1 qui nous suivent. Il y a une grosse série qui va débuter sur Netflix à la fin du mois de novembre. Eh bien, c'est une série sur Ayrton Senna, une mini-série de 6 épisodes basée sur la vie de la légende brésilienne. On va retracer un peu son parcours de ses débuts en karting à Sao Paulo, à aller jusque, bien sûr, un petit spoiler, attention à ceux qui ne le savaient pas, mais jusqu'à sa mort tragique en 1994 au Grand Prix de Saint-Marin. Je voulais débuter avec toi là-dessus, Kevin. Je sais que tu n'es pas un grand amateur de télévision, mais est-ce que tu vas un peu déroger de tes habitudes pour regarder cette série-là ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas vraiment? Il va falloir que je me commande Netflix d'abord, en premier lieu. Mais c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse. Je serais peut-être curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est, ouais. Pour ça, ouais. De ton côté, François, là, je sais que tu n'en manques pas vraiment des séries, des reportages sur la F1, sur le sport automobile en général. J'imagine que si c'est pas fait, ça va être fait dans les prochaines semaines là, pour te doter de Netflix pour être capable de suivre ça. Hein? Ben, j'ai déjà Netflix. Quoique là, je ne l'ai pas pour un certain temps parce que j'ai fait bloquer ma carte de crédit, mais dans peu de temps, je vais récupérer la prochaine et je vais me réabonner. Kevin, tu vas peut-être avoir l'occasion de pouvoir peut-être prendre Netflix pour un essai gratuit, d'attendre que la série soit complètement sortie et en bon français, la binge-watcher. Donc, la regarder en bloc, là. Mais c'est certain que de mon côté, moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. J'espère qu'ils vont vraiment y aller avec les faits historiques et qui prendront pas trop Mhm. de liberté là, artistique là, comme ils font souvent dans certains films ou séries du genre. Parce que moi, j'étais un fan de documentaires sur la course a priori, mais c'est une série sur Senna et que c'est justement qu'on va apprendre des choses que je ne savais pas déjà ou qu'on ne savait pas déjà sur sa carrière. Moi, je suis très excité là, à l'idée de voir ça. Puis j'espère que ça va être bien joué aussi là. Mais j'ai vu le preview, j'ai vu le La trailer, bande-annonce. pardon. Ouais, la bande-annonce, excuse-moi. C'est le Mhm. preview, le trailer, non, en français, la bande-annonce. Ouais. Et ça a l'air très bien. Ben, c'est ça. C'est sûr que des fois, ils ont l'habitude un peu de romancer ces Mhm. histoires-là. Je comprends qu'il y a une façon de l'adapter pour le présenter au grand public, mais lorsqu'on touche des personnages aussi sacrés que Ayrton Senna, ça sera pas très long là, que si on déroge de la réalité, qu'on va le savoir, puis on va se ramasser. Là. Il y a l'espèce de façon de classification pour les séries Netflix, mais ce sera pas long qu'on va voir les pouces vers le bas, que des gens vont être très critiques à ça. Tu sais, c'est très le terme touché, là, c'est très touché de toucher à des personnages comme ça. Ça va être la même chose pour le film de Gilles Villeneuve qui va arriver au grand écran là, ici au Québec dans je pense que c'est pour l'année prochaine. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent fixer un rappel sur leur calendrier, c'est prévu pour être le 29 que la série devrait débuter. Puis comme c'est une mini-série de 6 épisodes, ton conseil à l'endroit de Kevin risque d'être bon parce que des fois, on a tendance, tu sais, on apprend du côté de Netflix, on modifie nos façons de faire. Des fois, on met une partie de la série puis on met la fin un autre mois pour justement éviter que les gens prennent des essais gratuits. Mais vu que c'est 6 épisodes, ça devrait être mis tout d'un coup, là. On n'a pas cette confirmation-là encore. Mais du moins que ça s'en vient. On va être capable d'en parler d'ici la fin de cette saison. On va avoir eu déjà quelques épisodes.
Messieurs, je le disais, semaine très occupée. Il y a eu énormément de nouvelles, énormément d'actions dans le monde de la Formule 1, comme on en a l'habitude, mais il y en a eu un petit peu plus, on dirait, au cours des derniers jours. J'ai décidé d'y aller avec une formule vrai ou faux. Vous allez pouvoir vous prononcer, dire si vous êtes d'accord avec mon énoncé, et ensuite on pourra développer là-dessus. Le premier sujet que je voulais apporter, pour les gens qui n'ont pas reçu la nouvelle, eh bien la grille de 2025 est maintenant complétée. C'était une saison historique. 14 volants étaient disponibles. Ils ont tous pris preneur, comme on s'en attendait. Il n'y avait pas de surprise là-dessus. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que ce à quoi on attendait. Mais la dernière acquisition en F1 sera celui qui mène présentement le championnat en Formule 2, c'est-à-dire le Brésilien Gabriel Bortoleto. Si tu es un Drogovic, ben, tu te poses un peu de questions. Tu te dis, je pensais bien que le prochain Brésilien à rentrer en F1, finalement, il s'est fait avoir. C'est un plus jeune que lui qui va arriver. C'est un protégé de Fernando Alonso. Donc, il avait été très bien positionné pour se trouver une place, un volant. C'était le dernier volant restant. Donc, il sera chez Audi. Pour l'instant, encore une année de transition avec Sauber, Kick F1, Kick, c'est ça, ou Stack, là, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Ça signifie aussi que c'est la fin présentement pour Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Donc, je vous demande aujourd'hui, vrai ou faux, la grille de 2025 sera plus forte que la grille actuelle. Donc, si on retire Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, Kevin Magnussen, on a déjà retiré Daniel Ricciardo et on ajoute Aldwin, Oliver Burman, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson qui est déjà là. Je commence avec toi, Kevin. Est-ce que selon toi, c'est vrai ou faux? La grille de 2025 sera plus forte que celle actuelle? Ben, oui, à mon avis, elle va être plus forte, puis on aura droit à du 109 très prometteur, comme tu l'as mentionné. Donc, on retire le bois mort de la grille avec les pilotes que tu as mentionnés. Euh, Notamment, je pense qu'on a atteint un certain plateau avec ces pilotes-là. Les nouveaux sont affamés. Ils voudront montrer de quel bois ils se chauffent, et je pense qu'on est bien servi jusqu'à maintenant avec de ce qu'on a vu de Bearman, de Colapinto et de Lawson qui nous ont démontré des belles choses. Donc, on aura droit à l'arrivée du prodige Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, à Jack Doohan chez Alpine et à Gabriel Bortoleto chez Stack Sauber, comme tu l'as mentionné. Ça va être intéressant à voir. C'est des jeunes qui ont les dents longues qui vont vouloir faire leur place. Donc, j'ai bien hâte de voir à quel rythme ils pourront s'intégrer, de voir à quel point ils seront par rapport à leurs coéquipiers. La plupart, c'est des vétérans, donc ils ont une bonne expérience. C'est des pilotes qui sont là depuis plusieurs saisons. Donc, ça promet. Ça promet pour 2025. Moi, j'ai hâte. C'est une situation un peu particulière, cette question-là, dans une autre situation, dans une autre saison, si je vous l'avais demandé, ça aurait peut-être été dur de vous prononcer, mais là, on a eu un avant-goût. Comme tu le mentionnais, on a pu voir Oliver Burman qui est déjà là. On a déjà eu Mhm. une chance un peu de voir Antonelli en essai libre. Ensuite, on a eu la chance aussi de voir Liam Lawson qui est déjà présent. Fait qu'on est déjà capable de se faire peut-être une meilleure idée. De pas besoin de vraiment se projeter dans le futur pour comprendre que justement certains pilotes sont déjà capables de répondre et de se faire justice là. Contrairement à des gars comme Valtteri Bottas qui a quand même encore sa qualité d'être bon en qualification, mais rien de plus côté course. Après ça, quand on regarde, oui, la voiture, c'est sûr qu'elle n'aide pas, mais quand même, Guan Yu Zhou, ben, il est vraiment il nous a rien montré, là. Il y a très peu d'étincelles ou quoi, de flash, si on peut le dire, au cours de la saison. Kevin Magnussen, ben, ses faits saillants sont arrivés sur le tard. On a souvent maintenu l'attention à cause de ses pénalités. Puis Ricardo, ben lui, on le sait, le coup près est déjà passé dans son cas. De ton côté, François, toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que la grille va être plus forte en 2025? J'abonde dans le même sens, donc je dis vrai. Ça va être difficile de rajouter quelque chose par-dessus ce que Kevin a dit. J'ai bien aimé sa comparaison qu'on s'est débarrassé du bois mort. Ouais. Puis c'est vrai que ces recrues-là vont être extrêmement affamés. Et en même temps, comme tu as dit, on a déjà un avant-goût de ce que Bearman peut faire, ce que Lawson peut faire. Malheureusement, Colapinto n'a pas trouvé de volant. Du moins, ça, c'est ce qu'on sait à date. Ça se peut. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi qu'on ne sait jamais avec Perez et Red Bull ce qui pourrait se passer et Mhm. s'il y a un siège qui pourrait se libérer éventuellement et que la grille changera encore un petit peu.
On n'ira pas dans cette spéculation-là, mais c'est peut-être une conversation pour plus tard. Ben, Mais oui, tu sais, il y a des conducteurs qui étaient, il y a des pilotes qui étaient, je pense, à bout de chemin là, dans leur carrière. Bottas a une très belle carrière. C'est de valeur que ça soit terminé comme ça chez Kick Sauber, chez Steak Sauber, mais je suis pas inquiet pour lui. Probablement se trouver une niche là, dans les autres séries de pointes là, qu'on a à travers la planète. Pareil pour Guan Yu Zhou, même si c'est pas un pilote qui était très excitant, c'est un pilote quand même qui est régulier, capable de faire des bons temps. Je le verrai en endurance. Donc, pareil pour Kevin Magnussen, hein, il avait déjà commencé en endurance avant de revenir en F1, pilotait même en coopération avec son père. Donc là, ça va être intéressant. Là. Il s'était trouvé une bonne niche, mais retourner en F1, c'est toujours très alléchant. Donc, tu sais, ces pilotes-là sortent, c'est bien. Puis le 109 qui arrive, là, Antonelli, on est extrêmement excités. Bortoletto, champion F3, ben, tu sais, champion F2, là, je me demande si c'est cané là, ou non, si, ben, c'est pas tout à fait fait, mais tu sais, non. il est en bonne route pour ça. Ça serait vraiment intéressant. Puis ça serait bien plate, ça aurait été plate de perdre un talent comme lui parce qu'il y a beaucoup de pilotes, justement, comme tu as parlé de Drogovic, et il y a Théo Pourchaire aussi qui n'est pas, qui ne s'est jamais trouvé de volant F1 encore. Là, maintenant que ces sièges-là sont pris, c'est plate pour eux, mais on a quand même de très bons jeunes là, qui s'en viennent dans F1. Puis c'est la nouvelle génération à la Norris, Leclerc, Russell qui viennent de rentrer. Mais tu mentionnais que ce serait peut-être pour plus tard le sujet, mais je l'avais en question justement pour vous emmener jusque-là. Franco Colapinto qui se retrouve un peu un perdant à travers tout ça, que pour l'instant, pas de confirmation qu'il va rester là. Certains diront que c'est déjà un avantage, car il y a quelques semaines, quelques mois à peine, il n'était même pas dans les pourparlers pour avoir un volant F1. Maintenant, tout le monde souhaite qu'il y en ait un. La situation, là, on le sait, énormément de rumeurs dans le fait que Red Bull essaie d'avoir ses services. Moi, j'ai envie de vous poser la question sur un premier lieu. Est-ce que c'est dangereux, là, si jamais on prend cette décision-là et on va vers là du côté de Red Bull, on remplace Sergio Perez par Franco Colapinto, mais on ne le place pas dans notre écurie sœur, dans notre écurie de développement. On lui donne tout de suite une place à côté du triple champion, puis bientôt quadruple champion du monde, Max Verstappen. Est-ce que c'est pas un peu risqué et jouer avec la carrière de l'Argentin, ou tu penses que le court échantillon qu'on a vu, c'est quelqu'un qui pourrait répondre à ces attentes-là? Je commence avec toi, François, là-dessus. Ben, moi, j'irais dans le sens que c'est dangereux, tout Ouais. simplement parce que je vais me fier à l'histoire. On a Mhm. vu tous les coéquipiers de Max Verstappen dans l'histoire avoir toujours beaucoup de difficultés avec à être son compétiteur direct. Donc, ça va être très difficile pour un Franco Colapinto recru de se mesurer à Max Verstappen. Mais on ne sait pas, il peut créer la surprise. Mais moi, personnellement, mon opinion, c'est que ça serait dangereux de le placer immédiatement là, dans ces souliers-là. Donc, moi, c'est pareil pour Lawson en passant, là. C'est pas juste pour Colapinto, c'est pas personnel avant lui. Je pense que Lawson aussi, c'est trop prématuré de l'emmener à côté de Verstappen. Même chose pour toi, c'est l'histoire qui nous a présenté que c'est pas facile d'être là. Daniel Ricciardo a eu des difficultés tôt dans la carrière de Max. Carlos Sainz aussi en avait eu, même si Max avait même pas encore 18 ans alors qu'il était coéquipier chez lui, avec lui chez Toro Rosso. On a eu Sergio Perez qui est tout mêlé depuis après quelques saisons à ses côtés. Donc, même des vétérans ont de la misère à composer avec ça. Donc, je ne placerais pas mon pire ennemi dans cette situation-là. Et je ferais pas ça à un gars comme Lawson, à un talent précieux pour Red Bull, et non plus à Colapinto. Si on est obligé de débourser des gros montants, là, on avançait des quelques dizaines de millions de dollars qu'on devrait donner en compensation à Williams pour aller le chercher. Je ferais pas ça là, pour le mettre entre les griffes de Verstappen. Rien de méchant de Verstappen, c'est juste qu'il fait son travail, il est dominant avec les autres. Il joue dans la tête d'un gars qui est même pas dans son écurie en Lando Norris. Donc, imaginez si vous avez la même voiture que lui et votre comparatif immédiat est toujours lui, week-end après week-end. Ça commence les essais libres, puis vous êtes déjà 5, 7 dixièmes en arrière de votre coéquipier. Là, il y a rien de rassurant, surtout quand que votre carapace, votre échantillon en F1, votre expérience est pas là. Ça, c'est mon opinion. Moi, Kevin, est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu penses que Franco Colapinto, c'est de jouer avec sa carrière, de l'envoyer aux côtés de Verstappen? Danger avec un gros D. Ouais. Bien qu'il soit talentueux, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire de l'envoyer directement chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Est-ce qu'il ferait pire que Perez? Pas nécessairement, mais si c'est pas tant mieux et qu'il se fait laminer, ben on risque de bousiller sa carrière. Parce que Mhm. Red Bull a une physionomie totalement différente de Williams. C'est pas la même voiture, c'est pas le même environnement, puis la pression médiatique est pas du tout comparable. Donc oui, il a le talent Colapinto, c'est sûr. Il y a un public derrière lui, oui, c'est vrai, mais ça peut vite tourner au vinaigre face à un pilote incroyable comme Max Verstappen s'il ne se laisse pas au niveau du Néerlandais, ou pire encore, s'il ne fait pas mieux que Sergio Perez. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de lancer Colapinto directement chez Red Bull.
Là, je vous replace dans d'autres souliers. Si vous êtes James Valls, et vous êtes dans une situation où que vous avez frappé un coup de circuit, vous avez réussi à acquérir les services de Carlos Sainz, peut-être un peu de reculons. Sainz, bien entendu, s'en cache pas, aurait aimé sécuriser un volant dans une autre écurie que Williams, mais au bout de la ligne, il s'est quand même contenté de ça. Il est heureux de joindre l'écurie britannique pour son histoire. Il veut les aider à retourner à l'avant du peloton, mais c'est quand même un pilote qui arrive à la trentaine. Un pilote qui peut gagner des grands prix, l'a prouvé au cours des dernières saisons. C'est aussi un pilote qui croit encore qu'il peut devenir champion du monde. C'est tout à son honneur. Vous savez, à peu près tous les pilotes de la grille pensent qu'ils peuvent devenir champions, sinon ils n'ont plus vraiment d'affaires là. Là, admettons que tu t'appelles James Valls, tu es directeur de l'écurie Williams, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas sacrifier ton avenir en laissant partir Franco Colapinto pour garder un gars comme Carlos Sainz que tu sais très bien qui est là un peu en prix de consolation chez vous et aussitôt que le téléphone va sonner, avec une meilleure offre, pourrait te quitter? Ou tu décides d'y aller quand même avec Carlos Sainz parce que c'est l'expérience et tu veux construire avec lui? Quelle décision tu prends versus ça, toi, pour ta part, Kevin? Ben moi, écoute, si j'étais James Ball, je garde Colapinto car Sainz est là uniquement parce que sa carrière a pris un tournant différent vu l'arrivée de certains Lewis Hamilton chez Ferrari. Mhm. Sainz ne sera pas là parce que c'est son premier choix. Comme tu l'as mentionné, il va être pilote Williams parce que ses choix ont été réduits pour 2025. Ça va être un bon pilote, Carlos Sainz, on le sait. Mais s'il a l'opportunité d'aller dans une écurie plus performante, ben, il ne dira pas non. Donc, je Ouais. pense que Williams devrait privilégier Colapinto et tout l'aspect financier, parce qu'il apporte beaucoup d'argent, Franco Colapinto, avec ses sponsors, au détriment de Sainz, car il se peut qu'il quitte plus vite que prévu. Moi, j'y vais dans le même sens que toi. C'est pas quelque chose, c'est pas une décision qu'on aurait prise, je le mentionnais, là, il y a Mhm. quelques semaines, quelques mois, Franco Colapinto n'était pas sur les lèvres du monde de la Formule 1 et non plus sur les miennes, mais j'irais vraiment pour Franco Colapinto, j'irais pour l'avenir, surtout que je sais qu'on est à un coup de téléphone près de perdre notre acquisition Carlos Sainz. Et là, j'aurais vendu pour quelques millions de dollars. Bien sûr, mes patrons seraient peut-être heureux de dire, ah, tu rentres de l'argent dans l'écurie. Williams ont eu des années difficiles de dire, ah, c'est le fun, va chercher cet argent-là. Sauf que ça va finir par te rattraper dans 2 ans quand tu vas dire, ben moi, j'ai plus de pilote de développement, puis j'ai plus la vedette que je suis allé chercher, mais il nous reste des millions de dollars. Et là, il faut recommencer et essayer de séduire un pilote. C'était quand même un grand coup d'attirer un gros nom chez Williams, qui n'était pas nécessairement un pilote qui était, oui, il était mal pris d'une certaine façon, Carlos Sainz, mais il aurait peut-être pu se trouver d'autres options. Donc, moi aussi, là, je garde Colapinto et j'envoie Carlos Sainz chez Red Bull. Je pense que tout le monde est ravi là-dedans de dire on construit pour l'avenir et Red Bull ben, ont déjà un pilote que le risque est moins grand là, de le mettre aux côtés de Verstappen. Ça, c'est pour ma part, c'est mon opinion face à ça. Si François, je te mets dans les souliers de James Valls chez Williams, tu prends quelle décision versus cette situation-là? Bon, c'est pas pour me faire apprécier de vous deux, juste pour abonder dans votre sens, mais la même. Parce que Mhm. Saints, oui, pilote établi, mais comme vous le dites, il risque de s'en aller à n'importe quel moment. On a déjà quand même un pilote avec un peu d'expérience en Albon. C'est sûr que c'est pas Carlos Sainz, mais c'est quand même une bonne référence. Et d'avoir Colapinto, sur lequel on a investi des sous, qui nous a montré beaucoup, beaucoup de promesses et qui apporte des commanditaires, ben, c'est très bien. Puis en même temps, ben, tu sais, le risque de perdre Sainz est quand même trop grand. On sait, comme vous l'avez dit, qu'il était là un peu par défaut. Puis il joue la carte du gars qui est heureux d'être là, qui veut bâtir une équipe. Puis j'enlève rien à Williams, puis je pense que James Bars est un homme extrêmement compétent. Il a su convaincre Carlos Sainz qu'il voulait aller dans la bonne direction, mais Sainz, comme vous dites, il est trentenaire, le temps file, et on a vu plusieurs bons pilotes souvent aller dans les écuries et brûler de très bonnes années au sommet de leur performance. Et peut-être que Sainz, même s'il est bon et qu'il reste très longtemps, assez longtemps chez Williams, va peut-être se faire oublier si ses performances périclitent. Donc, très honnêtement, j'étais James Ball. Je prendrais Colapinto pour miser un peu sur le futur et bâtir. Et je serais très content en même temps de voir Sainz prendre le siège de Sergio Perez chez Red Bull. Je pense que ce serait un juste retour des choses, surtout que c'est un enfant de la famille Red Bull. Ouais, exactement. Il reste juste à régler le conflit entre Papa Sainz et Papa Verstappen, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu peut-être vouloir éviter. C'est peut-être pour ça qu'on a pris la décision de ne pas lui faire signer un contrat. Sauf qu'on est tellement mal pris avec ce qui se passe avec Sergio Perez que ça fait partie du travail d'un directeur d'écurie de gérer ces conflits-là. Le père de Verstappen n'a pas besoin d'avoir
grand monde autour de lui pour créer des conflits. Puis après ça, ben, c'est ça. Ça sera géré entre Saints et tout ça. Mais on est attaqué de tous les côtés du côté de Red Bull. On a Hamilton qui va être aux côtés de Leclerc l'an prochain. On a un duo de Norris et présentement Oscar Piastri. Donc, si on veut être capable de compétitionner contre ça, ben on se doit. Puis même Russell et Antonelli risquent d'être probablement un meilleur duo que Max Verstappen avec une main dans le dos puis une jambe attachée quand on regarde son duo avec Perez. Là. Mhm. Euh, Tout à fait. on continue dans l'avenir. On va passer, on va revenir là, à 2024. Là, la saison n'est pas terminée, mais on a eu une grosse annonce quand même. On fait quelque chose de différent. Vous savez que depuis l'acquisition de Liberty Media, ben, l'aspect marketing de la F1 complètement changé de l'ère Bernie Ecclestone. On fait les choses différemment. Et là, on a décidé, la dernière trouvaille, c'est que pour la 75e saison en F1, 75e anniversaire qui débutera en 2025, on a décidé de faire la journée des lancements. Plutôt que d'avoir plusieurs semaines où différentes écuries présentent leurs voitures, eh bien, on a décidé de tout rassembler ça sous un même toit. Pas n'importe quel toit, c'est le O2 Arena à Londres. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, ben, c'est l'équivalent d'un Centre Bell, là, à 20 000 personnes de capacité environ. On peut excéder ça un petit peu. Donc, on va regrouper tout le monde, on va créer une grosse scène centrale et les écuries vont défiler. On ne sait pas encore dans l'ordre. J'imagine qu'on va commencer par probablement la fin du peloton, aller jusqu'au champion constructeur ou quelque chose comme ça. On va présenter les nouvelles livrées de la saison. Ça va être le 18 février 2025. Je veux savoir, selon vous, vrai ou faux, c'est une bonne idée, cette histoire de lancement-là sous un même toit et tout en même temps. Je commence avec toi, François. Moi, je dis vrai, parce que ça va justement amener un peu de changement à ce concept-là là, des écuries qui présentent leur voiture une à une. Personnellement, je suis jamais un gros fan de ça. J'aime bien voir les peintures, mais on sait que les voitures présentées, souvent, c'est juste des voitures de présentation qui n'ont pas vraiment tous les éléments techniques qu'il va y avoir sur la vraie voiture. C'est vraiment pour voir les nouvelles livrées, les commanditaires et tout ça. Donc, pour l'attrait visuel de la chose, euh, c'est la seule raison pour laquelle vraiment je m'intéresse à ces lancements-là. Donc, les avoir tous sous le même toit, mais c'est le fun en même temps parce que ça nous permet aussi de peut-être gagner un peu de temps parce que c'est dur de tous les suivre parce qu'il y en a, sinon t'en as 10 là. C'est un bel essai. Par contre, je doute que cette année, ça va être tu sais, que ça va être si intéressant que ça parce qu'on se rappelle que le gros changement technique est pour 2026. Donc, ça va être un peu la continuité des voitures qu'on a déjà avec quelques petites modifications. Donc, tu sais, je pense pas que ça va être la présentation la plus intéressante, mais je pense aussi que c'est un essai peut-être que Liberty Media essaie de faire pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ils vont le répéter. Et je crois que l'année prochaine, en 2026, alors qu'il va, ben, je dis l'année prochaine, la saison d'après, en 2026, quand on va y avoir toutes ces modifications-là au règlement, puis que les voitures vont être nouvelles, on va avoir un peu le même buzz qu'on a eu en 2022 avec une nouvelle voiture à effet de sol. Là, vraiment, il y avait un nouveau modèle de F1 qui arrivait sur le plateau. Euh, donc là, ça risque d'être plus excitant. Mais je trouve que c'est une bonne idée. J'ai hâte de voir ça un peu comment ils vont se faire. J'imagine qu'ils vont peut-être avoir une petite compétition entre les écuries là, pour essayer d'être le plus flashy. Puis en même temps, ben, vu qu'on va l'avoir frais dans la tête, la dernière présentation, parce qu'elle va être arrivée 5 minutes avant, si les équipes défilent, ben, ça risque de rendre la compétition là, sur l'attrait visuel un peu plus intéressant. Ouais, t'emmènes un bon point du côté marketing. Tout le monde va vouloir un peu voler la vedette, donc être original à leur façon. Il va y avoir les pilotes sur place, on va avoir des nouveaux pilotes, des petites entrevues. Normalement, c'est le concept. Je me fais un peu l'avocat du diable, puis je fais ton directeur de marketing. Et mettons, tu viens de lancer ton idée, là, puis tu dis, ah, ça, c'est beau, ça va être comme ça va aller comme ça. Mais moi, je regarde ça, je me dis de l'autre manière, là, dans l'ancienne façon, on était capable de retenir l'attention médiatique pendant plusieurs journées sur plusieurs semaines pour nous emmener aux séances d'essais libres du début de saison, les journées de test. Là, on vient un peu de se priver de ça. Là. Moi, quand je regarde ça, je me dis, ça va être une journée, tout va être lancé, mais après ça, les photos vont défiler, tout ça, mais ça va un peu s'éteindre, ça. Tu trouves pas qu'on vient un peu de gâcher, comme je dis, là, on le sait, là, il y a des sous attachés à ça, et les départements marketing se creusent la tête, là, de toujours trouver des manières de retenir l'attention, là, d'avoir les médias sur nous, qu'on écrit. Une journée, quand Red Bull faisait son lancement, ben là, on parlait, demain, ça sera le lancement de Red Bull. Puis on est pareil au F1 Podcast, là, on est dans ce domaine-là, on se le cachera pas. Demain, lancement de Red Bull, calendrier. Là, il y a des petites histoires qui sortent, des choses comme ça. Finalement, dévoilement de la voiture Red Bull. On présente les photos. Pendant une couple de jours, c'est ça. Le lendemain, c'est Aston Martin. On parle d'Aston Martin. Voici les photos. Chaque écurie avait son petit moment qui durait quelques jours.
Toi, tu trouves pas qu'on vient un peu priver cette formule-là en changeant ça comme ça? Ben, il n'y a rien y a rien qui les empêche de continuer à promouvoir leur voiture par la Mhm. suite. Je pense qu'on a assez accès aux médias maintenant avec toutes les technologies qu'on a. Donc, j'imagine qu'ils sont capables de se creuser la tête pour trouver peut-être une façon originale de faire étirer un peu la sauce. Oui, c'est sûr que, comme tu dis, ça va peut-être ça va enlever quelque chose qu'on connaît déjà. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'idée d'avoir quelque chose de nouveau par rapport à ça. Et peut-être qu'on va avoir justement d'énormes surprises là, par rapport à cet événement. Je vais de ton côté, Kevin. Tu es d'accord avec Mhm. ça, toi, vrai ou faux? C'est une bonne idée, cette histoire de lancement-là sous un même toit? Euh, ben écoute, je suis pas fermé à l'idée. C'est correct d'essayer quelque chose de nouveau, mais à titre personnel, moi, je préfère avoir des lancements sur plusieurs journées différentes car on a de quoi à se mettre sous la dent sur plusieurs jours. Mhm. Parce que là, on a une tonne de voitures. Bon, comme François dit, que c'est pas les vraies voitures, là, souvent c'est des maquettes, là, c'est des voitures de présentation. On a une tonne de voitures et beaucoup d'informations dans une même journée. Mais c'est sûr qu'on peut avoir disons, plusieurs informations qui vont suivre au cours des prochains jours en dire, OK, telle écurie est présente, on va expliquer pourquoi on a fait tel ajustement sur telle pièce, admettons. Mais moi, personnellement, je préfère les lancements sur plusieurs jours consécutifs. Comme ça, on se dit, OK, là, Haas est la première voiture la première écurie à lancer sa présentation. Et là, on regarde la voiture. OK, il y a tel type de détails sur l'aileron avant. OK, sur la carrosserie, on a ce type de design-là. L'aileron arrière, OK, c'est fait de cette façon-là. Le beam wing, OK, on a des ajustements au niveau des pontons et tout. Donc, moi, personnellement, je préfère plus la façon traditionnelle, mais je ne suis pas fermé à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau. On l'a jamais vécu. Fait que c'est sûr que ça Ah, va être. C'est ça. Puis moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, j'ai pas fait de sondage là-dessus, mais je sais que toi, tu portes une attention particulière. Tu es comme moi, tu écoutes pratiquement tous les lancements, puis on s'en est déjà parlé que un tel a réussi son coup, un gros coup marketing. Il y en a même. C'est peut-être ça que ça va aider. Là. Il y en a qui font même pas de lancement. Là. Ils font que sortir, je pense à Az, tu sais, eux, ils sortent des photos sur Internet, c'est tout. Ils peuvent pas vraiment se payer un lancement. Fait que ce côté-là, marketing, je pense qu'en les regroupant sur le même toit, je sais pas qui va se séparer la facture, ça, c'est des détails qu'on n'a pas, mais j'imagine que ça va venir aider peut-être des petites écuries à avoir un peu de réflecteur, mais comme tu dis, au bout de la ligne, tout le monde va attendre la Mercedes, la Aston Martin, ça va un peu, on va oublier ceux qui ont été présentés au début mais de l'autre façon, on avait notre journée à nous. Donc, je suis curieux de voir ça. Comme tu dis, nouvelle façon, on va se prêter au jeu, on va le regarder. Mais est-ce que ça va rester? Ben, c'est le temps qui va nous le dire. Mais c'est ça. Il y a des questions qui sont liées à ça. C'est sûr, je partage les deux la même opinion. C'est des maquettes qu'on voit la plupart du temps. Il y en a certains qui en dévoilent un peu plus. Je pense notamment à Red Bull qui montre absolument rien là, pour les gens qui s'énervent en voyant quand on voit la RB20 au lancement, c'est pas du tout la voiture qu'on a après ça au premier Grand Prix de la saison qui était à Bahreïn cette année. C'est une autre voiture complètement. C'est sûr qu'il y a la journée de test qui va après ça, mais il n'y a aucun détail sur l'auto. Là. Ça ressemble lorsque la F1 sort la première maquette pour dire ça va être les nouvelles réglementations, les voitures vont avoir l'air de ça. On prend ce modèle-là, puis on fait juste mettre les couleurs Red Bull, puis on met les mêmes à chaque année. Donc, c'est sûr que côté technique, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent lors d'une journée comme ça. C'est surtout l'aspect spectacle. Là. Ben, c'est ça. Pour ce côté-là, ça conclut pas mal les opinions, puis on va dans le même sens, on va donner la chance aux coureurs, puis on est un peu curieux et hâte de voir comment on va gérer tout ça. Toujours dans l'actualité qui ont sorti cette semaine, qui sont à l'endroit du futur, eh bien, c'est l'écurie Alpine. C'est pas une grosse surprise. On l'avait mentionné souvent au F1 Podcast, comme quoi que, bien sûr, il n'y a plus de moteur Renault à compter de 2026. Et on se range du côté de Mercedes. Donc, maintenant, Alpine sera propulsé par le moteur des flèches d'argent. On vient remplacer un peu ce que Aston Martin faisait, parce qu'à compter de 2026, Aston Martin va être associé à Honda. Je vous pose la question, vrai ou faux, propulsé par Mercedes, Alpine disputera les podiums. La raison pourquoi je vous pose cette question-là, c'est que le point faible de l'écurie française depuis quelques saisons déjà, c'est sa motorisation. Donc, si on tasse ça puis on regarde les performances de l'écurie présentement, on voit qu'on s'est redressé du côté de l'aérodynamisme. Donc, si je me dis, si on ajoute un moteur Mercedes qui a clairement pas de problème lorsqu'on regarde que McLaren est capable de mener la bagarre à Red Bull ainsi qu'à Ferrari. Donc, on sait que c'est vraiment sur le côté aérodynamisme que la partie se joue. Donc, est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on écarte ce problème-là de moteur, Alpine pourra se retrouver là, et se battre avec les grandes écuries? Je commence avec toi, Kevin, là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Ben, peut-être quelques-uns ici et là, mais pas des podiums à la régulière. Du moins, pas de mon avis. Je crois que certaines écuries feront un meilleur travail, sans rien enlever à Alpine, loin de là. Donc, ça sera plus compliqué d'aller chercher des podiums à la régulière. Parmi les écuries clientes de Mercedes, ben, je pense à McLaren, qui va être très performante. Mercedes sera devant Alpine, à mon avis. Sans compter Ferrari et Red Bull aussi, qui risquent de la jouer dure, là. Donc, peut-être un ou deux ici et là en 2026, mais sans plus. Ben, tu vois un progrès quand même, j'imagine. Oui, Tu sais, parce que c'était l'épine dans le pied qu'on avait du côté d'Alpine, c'était le moteur. exact, Là, là, on le tasse. exact. Puis pas de problème de fiabilité non plus. Là. Mercedes, c'est pour. Tu sais, je m'aventure pas, c'est encore le moteur le plus fiable en F1 présentement. Là. C'est Mhm. très rare qu'on voit des problèmes avec ça. Je vois de ton côté, François, c'est vrai ou faux qu'Alpine pourra disputer des podiums avec un moteur Mercedes? J'ai envie de dire exactement la même chose que Kevin. Oui, mais pas trop. Pour la simple et bonne raison que ben, c'est sûr qu'on repart sur une planche complètement vierge en 2026, si on Mhm. veut, là. Donc, on ne sait pas trop qui va être fort ou qui ne le sera pas. Mais on voit que c'est quand même prometteur en ce moment ce qu'Alpine fait avec un moteur qui n'est pas très bon. Ils sont quand même des fois d'aller en Q3. Là, bon, ils ont bien fait, mais c'est sûr qu'il y avait des circonstances pluviales, etc. Je crois justement avec le groupe motopropulseur, là, on sait qu'ils vont aller chercher la boîte de vitesse aussi également. Ça leur donne toutes les chances de leur côté et de démontrer ce qu'ils sont capables de faire avec leur aérodynamisme. Et oui, peut-être se battre pour un podium ici et là, dans des grands prix où il va arriver des mésaventures à des équipes de pointe qui ont peut-être déjà plus d'avance dans leur recherche pour 2026. Sait-on jamais? Ou encore une fois, toujours comme à Monza, parce qu'à Monza, on sait que n'importe quelle écurie peut toujours finir quasiment par gagner, parce que c'est toujours là qu'il y a des victoires un peu à la sauvette. Donc, j'ai espoir pour Alpine, j'ai espoir pour le groupe Renault. Donc, avec cette association-là, Mercedes, je vais dire oui. Je vais dire deux. Deux podiums? Ouais, deux podiums en 2026, c'est ma prédiction. Je me mouille. Ah, ben là, t'es plus courageux que nous autres. Parce que d'aller mettre un chiffre au nombre de podiums en 2026, j'irai pas jusque-là. Personne ne Mais. va s'en rappeler en 2026 de ce que j'ai dit Ah non, aujourd'hui. non, À part j'ai vous une, deux. j'ai une bonne mémoire. Kevin l'a déjà écrit Ça quelque va part rester, aussi, ça je va suis rester sur certain. Spotify. Donc, il y a quelqu'un qui va le remettre en extrait sur la page de F1 Podcast, là. J'ai dit deux, puis là, on va Ouais, c'est arriver à ça. deux. Mais Puis écoute, gars, je vais y aller avec toi. Je pense que deux, c'est pas une si grosse prédiction de ça. Deux podiums, ça peut arriver. On le voit là, on vient d'en on vient d'en avoir deux avoir deux podiums. là, cette année, puis personne ne se serait attendu à ça. Mhm. Exactement. Fait que Ouais. on l'a eu avec les deux pilotes dessus. Tu sais, puis je vais un peu dans le même sens que tu dis. On est capable de faire des top 10 présentement, malgré qu'on dit qu'on a un déficit moteur, là. Des fois, on est allé à 15 HP de moins que les autres. Donc, avec 15 HP de moins que les autres, on est quand même capable de se glisser. Puis c'est pas juste, oui, il y a eu le résultat grâce à la pluie, mais ça fait quelques grands prix là, que je mentionne. On voit Gasly 7e, 8e, il se glisse dans les top 10 pareil, malgré que notre groupe motopropulseur ne livre pas la marchandise. Donc, c'est certainement un pas à l'avant. Je sais que c'est malheureux. On en a déjà parlé pour toute l'histoire que Renault, c'est un aveu d'échec. Mais une fois qu'on tasse ça du revers et qu'on on regarde à l'avant, c'est quand même un beau progrès pour l'écurie, j'imagine, d'avoir quand même probablement le meilleur groupe motopropulseur qui est disponible sur le marché. Je vais rapidement sur notre autre sujet. Dan Fallows qui s'en va. Il reste chez Aston Martin. On a annoncé qu'il ne serait plus dans les fonctions de directeur technique. Je trouve que c'est un peu connexe avec ce qu'on parle de l'arrivée de Mercedes. C'est que si on dit que le point faible d'Alpine, c'est leur moteur, ben, du côté de Aston Martin, c'est l'aérodynamisme. Parce que on regarde ça, ils ont un moteur Mercedes, McLaren est à l'avant. Mercedes était rendu pratiquement à plus de 200 points en avant, même moteur. Donc, c'est vraiment l'enveloppe de la voiture qui livre pas la marchandise. Et ça, le tort revient à Dan Fellows, qui est arrivé de chez Red Bull avec tout plein de bonnes intentions, avec un calepin plein de notes, a été capable de vraiment prendre le monde de Formule 1 par surprise au départ avec Aston Martin lorsqu'on regardait la saison 2023. Et là, ça s'est éteint pas à peu près en fin de saison. Et 2024, on peut dire que c'est pratiquement, c'est comme si on n'avait pas progressé du tout. On est au même statut, en 5e position. C'est plutôt que les autres nous ont pas rattrapés, mais on a creusé notre écart là, qui était à peine de 60 points, 60 quelques points avec Mercedes, qui est rendu maintenant à pratiquement plus de 200 là. Donc, je commence avec toi, François. Vrai ou faux, Dan Fellows va rester chez Aston Martin malgré qu'on l'a tassé de ses fonctions? Ben, je vais dire vrai, mais pour un temps limité. Donc, Hmm. Dan Fallows va rester dans Aston Martin, je crois, pour la simple et bonne raison qu'en ce moment,
Il n'y a peut-être pas de place directement où aller. Je dis pas qu'il n'y a pas d'écurie qui voudrait l'avoir, mais là, mettons, il y a tellement d'aspects à ça. Donc, il est sous contrat en ce moment. Il y a beaucoup de gros noms chez Aston Martin, justement, Newey qui va arriver sous peu. Voyons, j'oublie le nom du Ben, hispanique, là. Andy Cowell, qui est le nouveau Mais il y a PDG. Cowell qui est là Ouais. et Enrico Cardile. oui, Cardile, c'est Cardile que je cherche. Donc il y a beaucoup de grosses têtes chez Aston Martin. Les résultats sont pas là. Les développements mi-saison ou les développements au cours de la saison, pardon, n'apportent vraiment pas les résultats espérés depuis que Dan Fallows est arrivé parce ils ont vraiment mis un gros coup quand il a commencé. Ouais. Alonso faisait des Mhm. podiums, tout ça, donc c'était vraiment prometteur. Puis on n'a pas cette courbe ascendante-là. Je pense qu'ils ont misé un peu plus sur la quantité de développement que sur la qualité de développement. Et vu que ça n'a pas apporté l'effet escompté, ben, à quelque part, je pense que Fallows voulait sortir, mais en même temps, peut-être qu'Aston Martin ne veut pas nécessairement lui donner de bonus de départ ou quoi que ce soit. Donc, le garde dans la famille Aston Martin, ne le gardera pas dans la famille Formule 1 Aston Martin. Donc, il s'enlève du budget. Par conséquent, avec le plafond budgétaire, ben, ça crée quand même une bonne Un bon entrée trou, d'argent. ouais. Et moi, je pense peut-être que Dan Fallows va aller pour le projet Hypercar Mhm. de l'endurance. Donc, c'est là que je le verrais s'il avait justement une deuxième niche à Aston Martin. Puis, qui sait, peut-être va-t-il rester là à long terme, mais c'est peut-être aussi juste en attendant une façon là, de pouvoir le tasser parce que ça ne satisfait pas à long Non, terme. c'est ça. Ben moi, je suis garanti que le téléphone va sonner. C'est un gars de Formule 1 quand même. Je le Mhm. mentionnais, il est arrivé de chez Red Bull après 16 ans, puis il a voulu te voler de ses propres ailes. Pas un mauvais jeu de mots parce qu'il était chez Red Bull. Il s'est en allé aussi chez Aston Martin, qui a toujours des ailes dans le logo, même si ça Mhm. s'apprête bien pour le sujet. Mais il était sous Adrian Newey. Il quitte, Tout à fait. voler de ses propres ailes, puis il se retrouve dans la même situation qu'il était il y a de ça 2 ans et demi. Donc, de ton côté, Kevin, vrai ou faux, il va demeurer dans le fond, retourne dans la base de où ce qu'il était sous Adrian Newey. Ben, je pense qu'il va rester dans le giron Aston Martin, mais comme on a dit, peut-être pour un temps limité. Mhm. Peut-être pas Les offres nécessairement vont en tomber. Formule 1. François l'a mentionné dans le programme Hypercar, notamment, pour Dan Fellows. On verra dans ces lieux ce qui en sera. En même temps, un monsieur de son expertise, ça peut intéresser d'autres écuries. Donc, c'est sûr que si, mettons, une écurie qui limoge son directeur technique, ah, bonjour, monsieur Fallows, est-ce que vous êtes intéressé à Mhm. venir avec nous? Oui, c'est sûr, on apporte de l'expérience, on apporte beaucoup de connaissances. Donc, oui, ça peut aider bien effectivement. Mais moi, comme j'aime bien dire, c'est chaque personne dans la bonne chaise. C'est sûr que chez Aston Martin, oui, on recrute beaucoup de gros noms, mais il faut s'assurer que chaque personne soit au bon emplacement. Et c'est comme ça qu'on réussit à aller chercher le succès. C'est bien beau avoir des gros noms, mais si on n'est pas capable de mettre les bonnes personnes à la bonne place, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'ai l'impression peut-être que Dan Fallows va rester peut-être un certain temps chez Aston Martin, mais est-ce qu'il va rester encore pour plusieurs années? Ça reste à voir. Moi, je regarde justement Red Bull, qui pourrait être, on le connaît bien, peut-être si c'est pas Mm. cassé, ces ponts-là, je pense qu'on a quand même peut-être des bonnes relations, on pourrait le rapatrier. Ensuite, on a Audi, on connaît bien Jonathan Whitley, Mm. qui va être le nouveau directeur d'écurie, qui a été longtemps chez Red Bull aussi. Ensuite, on regarde des écuries comme Ferrari, est-ce qu'on va être tenté? Est-ce que Mercedes pourrait être tenté de l'avoir? McLaren, dans le tu sais, dépendamment, veut pas, il connaît des secrets. C'est sûr que je le dis, son calepin de notes de chez Red Bull a vraiment diminué avec les années. On l'a vu quand il est arrivé, il y avait beaucoup de secrets de ce que l'écurie faisait. On l'appelait même au début, on faisait des blagues que la Aston Martin était une Red Bull verte. Puis finalement, Mm. là qu'on a vraiment eu appel à la créativité et qu'on n'avait plus nécessairement les informations de d'autres écuries, c'est vraiment là qu'on a commencé à s'éteindre et manquer justement de créativité. Mais je regarde des écuries comme James House, Williams, qui rassemble beaucoup de personnes qualifiées pour construire son programme, ben, c'est sûr qu'un gars comme Dan Fellows, avec toute l'expérience qu'il a quand même été derrière un championnat, les championnats de Sébastien Vettel, les championnats de Max Verstappen jusqu'à ben, celui de 2021. Après ça, il a quitté. Donc, tout ça, là, c'est de l'expérience de plus que d'autres écuries voudraient certainement mettre la main dessus. Une chose est sûre pour ma part, je pense que son téléphone a sonné énormément et sa boîte courriel est un peu plus remplie qu'elle l'était avant cette annonce-là. Bon, ben depuis le début de l'épisode, là, on s'est un peu promené. Je vous ai emmené en 2025. On a même été jusqu'en 2026. Ben là, je vous propose de revenir ben, dans le présent. Il y a encore une saison d'F1 qui bat son plein. On est en 2024. Et puis, toujours dans cette grande semaine d'actualité, eh bien, on a eu la nouvelle
de la Fédération internationale de l'automobile, comme quoi on aurait un nouveau directeur de course, c'est-à-dire que Neil Whittick, le communiqué dit qu'il a démissionné. Maintenant, avec le temps et ce qu'on entend un peu entre les branches, c'est qu'il n'a pas démissionné, c'est plutôt fait tasser. Et je vous demande, est-ce que notre histoire de voiture de sécurité de drapeau rouge du Grand Prix du Brésil est la conséquence du départ plus que motivé de Neil Whittick? Est-ce que c'est quelque chose pour vous, vrai ou faux, qui aurait été assez pour venir faire en sorte qu'on a décidé de le remplacer? On a eu la chance de voir non seulement pendant la sprint qu'une voiture de sécurité qui est sortie à un drôle de moment ou à un moment opportun pour McLaren. On a aussi vu un drapeau rouge lors des séances de qualification où ce qu'on a laissé à peu près 6-7 voitures finir leur temps de qualification avant d'ajouter un drapeau rouge et d'interrompre la séance. Après ça, ben, certains se sont avancés, disent, ah, ben, ça, c'est pas vraiment le travail d'un directeur de course, mais est-ce que vraiment on aurait pris la chance de regarder ce qui se passe en piste avant d'interrompre et de venir dans le fond, de lancer les protocoles de sécurité pour la protection des pilotes. François avait déjà mentionné la semaine dernière que le risque zéro n'avait pas été respecté, du moins dans la course sprint. Donc, je vous pose la question, là, selon vous, est-ce que c'est des résultats du Grand Prix du Brésil qu'on a vu avec cette décision-là? Je commence avec toi, François. Non, de Zeus! Ça, c'est pour le voyage dans le temps, Marc. Back to the future. Ouais, exactement. On adorait ça. Fait que, mais pour pas faire Doc Brown. En fait, ben, c'est sûr que c'est pas juste à cause de ça, parce que je crois pas que que ce simple événement-là pourrait causer la démission, et je fais des guillemets là, avec mes doigts, mais on ne le voit pas. Donc, de Neil Wittich. Excusez, c'est juste pour vous montrer que je suis capable de la langue germanique, là. Mais on va dire Wittich. Fait que Wittek, ouais, c'est ça. Fait qu'il est plus là. Et c'est le résultat de ça maintenant, mais je pense que ça se trame depuis plus longtemps que ça. C'est sûr que le dernier trio de courses consécutives n'a pas été le meilleur trio pour la FIA mettons, au terme de tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas Ça. simplement sa responsabilité à lui, hein. Lui il est directeur de course, donc il y a aussi bon, l'arbitrage qui s'est fait à travers ça. C'est sûr qu'il peut avoir un mot à dire sur certains règlements, tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui devait peut-être se tramer depuis longtemps, mais c'est pas des événements qui sont aussi, on va dire, marquants je veux dire, c'est pas un Michael Massey, hein? C'est pas quelque chose qui a nécessairement fait autant de vagues là, que ce que Michael Massey aurait pu faire pour avoir un peu le même traitement là, jadis, à la fin de 2021. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire. C'est très curieux de voir ça à un moment comme celui-ci. Normalement, tu sais, bon, il reste 3 courses dans la saison. Je crois pas que si le championnat est encore en jeu, les choses auraient été semblables. Mais maintenant qu'on pense que le championnat va vraiment pencher du côté de Verstappen, là, ça serait vraiment pour Norris d'aller le chercher. Maintenant que ça est somme toute réglé, peut-être qu'ils se sont dit là, que c'était le geste qu'ils devaient faire là, du côté de la FIA. Mais il y a tellement, je te dirais qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements de garde au sein de la FIA depuis quelques années que je trouve que ça soulève énormément de questions. Puis je trouve ça plate pour Vitek de se faire dire qu'il a résigné et qu'il a décidé de partir de lui-même alors qu'il a lui-même confirmé que ce n'était pas le cas. Oui, exactement. On voit qu'il y a un problème de leadership à la FIA. Du moins, tu le mentionnais, lui, il est venu en remplacement de Michael Massey. Michael Massey qui était dans des circonstances différentes avec une des décisions à la fin de la saison 2021 lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Du côté de Vettic, parce que tu as raison, il faut bien mentionner ça. Du côté allemand, je dis Toto Wolff, donc le Ouais. W. Le W allemand se prête Vettic. Donc, du côté de Niels Vettic, lorsqu'on dit qu'il a démissionné ou qu'il a été finalement, la vérité c'est qu'il a été remercié. Là, je pense pas il y a personne qui se vante d'avoir été congédié lorsqu'on l'a pas été. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est qu'on a joué avec la sécurité des pilotes. Oui, Oui. peut-être que ça aurait pu avoir un impact sur le championnat du fait que, à cause de ce drapeau rouge-là, ben, Verstappen n'aurait pas pu quand même compléter un tour, tout ça. Donc, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Il y a le côté que Nico Hülkenberg a eu le temps de descendre de sa voiture, marcher
jusqu'à l'autre côté de la barrière. Et puis là, on a décidé d'emmener la Mm. voiture virtuelle de sécurité, ce qui a permis à McLaren de faire le changement entre les deux pilotes. Puis lorsqu'on regarde, là, j'avais parlé avec vous dans les derniers épisodes du podcast que on a eu l'envers de la médaille complètement dimanche, comme s'il y avait eu une réunion là, qui s'était adressée, qu'on s'était parlé dans le blanc des yeux, parce que lorsque Carlos Sainz a dérapé pendant la course, la voiture de sécurité a été appelée pratiquement. Il avait même pas fini de déraper. Là. Ouais. Il était encore, il avait à peine touché la barrière, puis déjà on avait appelé la voiture de sécurité. Donc on a vu qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui a été modifié, puis là peut-être que c'est justement ça qu'on a dit, là, tu vas finir le week-end, mais tu n'en feras pas un autre. Et avant même Vegas, on décide de le remplacer. Lui, il était avant, on avait partagé les devoirs de directeur de course, mais à partir de la campagne, du tiers de la campagne 2022, il agissait seul dans ces fonctions-là. Son remplaçant plutôt, ça va être Rui Marquez qui va le remplacer. C'est celui qui agissait à titre de directeur de course lors des Grands Prix de Formule 3 et de Formule 2. De ton côté, Kevin, est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? C'est le Grand Prix du Brésil qui est une conséquence de cette décision-là de la part de la Fédération internationale de l'automobile? Ben, écoute, je te dirais qu'il y a probablement plusieurs facteurs qui ont déboulé avec cette mise à pied-là de VTIC. Il faut pas oublier aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les décisions de course. Souvent, avant le Grand Prix du Brésil, il y a eu des problématiques, là, des décisions qui étaient douteuses par rapport aux ajustements d'un drapeau jaune, voire d'un drapeau rouge. On n'était pas sûr, on avait beaucoup d'hésitations. C'est sûr que là, c'est probablement la goutte qui a fait déborder le vase. Puis on s'entend que pour, euh, pour certaines personnes, ben, Mohamed Ben Sulayem, c'est quand même quelqu'un qui est assez autoritaire, là. Donc, lui, quand il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, mais met le point sur la table, puis il dit non, c'est comme ça, that's it, that's all, c'est terminé. Moi, je pense que Vitek en paye les frais. Euh, c'est dommage, c'est pas une mauvaise personne et tout. C'est sûr que les circonstances ont fait en sorte que, malheureusement, ce qui s'est passé au Grand Prix du Brésil, ben, fait en sorte que c'est comme l'entraîneur au hockey, c'est souvent le premier qui saute lorsque ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, ben, c'est Wittek, Vitek, c'est le directeur de la course. Ouais. Voilà, On va l'avoir, Kevin. Ouais. Non, ben, tu sais, il y a des gens qui disent Toto Wolff, il y a des gens qui Oh, disent oui. Toto Wolff, donc il n'y a pas d'erreur, là, Il y a tu pas sais. de mauvaise Non, réponse, non, là. Vitek, exact. Vitek. C'est- Exactement. Monsieur. Mais Monsieur. écoute, Fait écoute, que, c'est ça. Donc, ouais, c'est Monsieur. ça. Donc, moi, je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses là, qui font en sorte que, bon, malheureusement pour lui, ben, il doit lever les fautes. Ouais. ben moi, je vais vous dire franchement, lorsqu'on joue avec, on oublie, oui, le championnat c'est important, puis c'est ce qu'on regarde le plus, mais lorsqu'on joue avec la sécurité des Ouais. pilotes, selon moi, il ne Mm, devrait pas avoir d'équivoque et il méritait d'être remercié pour ce qu'il a fait. Si vraiment on mm, était capable, tu sais, on nous le dira pas la vérité, là, parce que la transparence avec la FIA, on le sait, là, il y a un problème en version, on nous le dit pas Ouais. tout. Mais si mm, vraiment on était capable de voir dans nos données, dans nos procédures, dans des discussions peut-être qu'il y a eu à l'interne, qu'on a joué un peu là-dessus, de dire, bah, on va laisser passer lui le fil d'arrivée, puis après ça, on va lever le drapeau rouge pour protéger Lance Stroll qui est dans le mur. Ouais. Si je me dis, bah, je vais laisser les pilotes McLaren faire leur transfert Euh, pendant que Nico Hülkenberg marche sur le circuit et se dirige, je me dis, bah, tu sais, du côté de on est là pour protéger les pilotes. Je me dis, là, on n'a pas eu de catastrophe. On s'en est bien sorti. On a eu juste du drame plutôt sur les réseaux mm. sociaux de dire, ben là, on joue avec le championnat, on a laissé des passe-passe. Il y a eu des vidéos drôles qui se sont jouées là-dessus. Je dis, écoute, pour l'instant, on a juste tourné en mauvaise risée, mais on n'a pas perdu la vie de personne, sauf que on ne jouera pas ces jeux-là d'ici la fin d'un championnat. On ne veut pas s'en aller poursuivre. Moi, pour ma part, là, c'est ce que je vois là-dedans de dire. Je pense que c'est la bonne décision. Si on était capable de voir sans l'ombre d'un doute qu'on a joué avec la sécurité des pilotes lors du week-end au Brésil, on ne poursuit pas avec un gars dans ces fonctions-là et on va de l'avant avec un gars que, de ce que j'entends, fait très bien présentement en F3 et en F2. Donc, est-ce qu'on va voir le changement? Normalement, on dit que des arbitres dans tous les sports, lorsqu'on les voit pas et lorsqu'on ne retient pas l'attention, c'est qu'ils font un bon travail. Donc, en mhm. espérant qu'on arrête un peu de parler des directeurs de course et des commissaires d'ici la fin de la saison et pour le futur aussi. Je vous C'est pas apporte le meilleur encore. emploi, là. C'est pas le meilleur emploi être Non. directeur de course, Non. là. Mais juste apporter un dernier point là-dessus. Quand j'ai vu Hülkenberg rendu sur le bord de la clôture, Ouais. on n'est plus habitué à ça, les gars, de voir un pilote Mm, qui soit sorti alors qu'il n'y a même pas de drapeau jaune ou de voiture virtuelle, de sécurité virtuelle. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est vraiment une très grosse lacune. On veut pas avoir un Jules mm, Bianchi numéro 2. Ça s'est bien passé,
Mais là, c'est Mm. vraiment, comme je disais l'autre fois, le risque zéro. Moi, tu sais, comme vous savez, je consomme énormément de courses automobiles et j'aime ça quand les choses sont constantes. La meilleure constante que je vois ces temps-ci, mettons, c'est le NASCAR. Le NASCAR, aussitôt qu'il y a un type d'accident, qu'il y a un débris ou quoi que ce soit, c'est immédiatement drapeau jaune. Si une voiture, ils savent qu'elle peut encore repartir de son plein gré, qu'elle n'a pas vraiment fait un accident, peut-être un tête à queue et qu'elle n'empêche pas, ils vont toujours retarder de mettre le jaune, mais ils savent immédiatement quand c'est un tel type d'accident, comme je l'ai dit, débris, voiture dans le mur, débris, huile sur la piste, n'importe quoi, immédiatement le drapeau jaune est sorti. Il n'y a pas d'attente. Ils niaisent pas avec ça. Puis je vois ça souvent sur des circuits, des fois des débris qui sont là, mais c'est en dehors de la ligne de course. Mhm. Oui, mais si une voiture dépasse ou dérape ou va à l'extérieur de la ligne de course, ça peut être une crevaison et encore une fois, une grande faille de sécurité. Donc, je pense que ça a vraiment été échappé, là. Ouais. Moi, je vois moins les trucs de conspiration, pilote, Mm. etc. Je vois juste quelqu'un qui est mêlé et qui sait juste peut-être pas quoi faire dans telles circonstances. Il me semble que ça devrait être noir et blanc. Il y a tel type d'affaires. Voiture virtuelle au moins a priori. Et après ça, on décide s'il y a vraiment une voiture de sécurité traditionnelle. Mais comme tu l'as dit, ça a vraiment été très peu constant, là. Non, ça Ça, allait ils un n'étaient même peu. pas rentrés dans le mur, puis safety car. Ça allait un peu vite pour lui au cours du Mhm. week-end. Puis je Mhm. pense que la meilleure indice qu'une voiture ne va pas repartir, c'est lorsque le pilote est plus à bord, là. Fait que Ouais. je pense que ça a été sa bonne indice de dire il est plus dans l'auto. D'après moi, l'auto va rester là. Mm. En tout Question, ouais, question pour toi. Est-ce qu'un ouais. pilote devrait être autorisé à sortir de son véhicule, justement, la façon qu'Hülkenberg le fait? Ça aussi, c'est une affaire. Hülkenberg n'aurait jamais dû sortir de son véhicule, rester dans son véhicule jusqu'à temps qu'une Ouais. décision soit prise. Ben, je pense que Hülkenberg, il y a Mhm. eu peut-être, je l'enverrai réviser un peu les règles de sécurité parce qu'il y a quand même eu de l'aide dans le Grand Prix pour regagner une course. Parce que ça Ouais, ben aussi, je sais pas s'il l'a voulu, ça, ouais, hein. Je ouais, sais non, pas si mais tu sais, c'est peut-être une c'est erreur des Marshals. c'est ça. Mais de ce côté-là, je pense que c'est un. Tu sais, je me mets dans leur position de dire, tu veux-tu vraiment rester dans ton auto au milieu de tout le monde quand tout le monde roule vite? Oui, tu es peut-être plus en sécurité que de marcher, sauf que tu as hâte de sortir de là. Puis normalement, c'est un automatisme là, que le drapeau aurait. Tu sais, les drapeaux Mhm. jaunes, ça, je sais, j'entends déjà notre collaborateur Pascal Loyer-Durand qui dit, ah, le drapeau jaune, c'est la responsabilité du signaleur. Fait que ça, c'est pas la responsabilité du directeur de course, mais la voiture de sécurité, le drapeau rouge, ça doit être appelé. Donc, on doit fournir ces outils-là aux signaleurs le plus rapidement possible. Je pense que les signaleurs ont fait leur travail, là. Ils ont sorti un jaune localisé à cet endroit-là, sauf qu'après ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient en aide justement à ces pauvres signaleurs-là de dire, c'est beau, on l'a vu, tu es en danger, tu as une voiture coincée là, tu aimerais ça aller la récupérer, faire que l'épreuve progresse, sauf que présentement, on ne donne pas les outils nécessaires. Puis même chose pour un pilote de dire, hey, moi, je suis coincé dans ma voiture, je ne redécollerai pas, je veux sortir, donnez-moi les outils nécessaires pour que je me rende à l'extérieur de la piste en sécurité. En tout cas, c'est de la façon que je l'ai vu. On parle encore du Grand Prix du Brésil. C'est les commentaires de Jeremy Clarkson suite à la performance de Lewis Hamilton. Pour les gens qui ne connaissent pas Jeremy Clarkson, eh bien, c'est une personne qui est très connue dans le domaine de l'automobile en général. C'est un des animateurs de la série Top Gear qui a fait énormément de saisons, émissions britanniques là, pour les gens qui écoutent ça, là, qui connaissent un peu une version là, beaucoup plus populaire que le Guide de l'auto ici au Québec ou RPM qui joue sur la chaîne Nouveau de Bell. Donc, on fait des critiques automobiles, puis on va vraiment plus pousser là, avec des essais. On fait même des tests assez. Je me rappelle notamment là, par le passé d'avoir écouté quand j'étais plus jeune une course entre une WRX et un bobsleigh en pleine montagne. Donc, on va jusque-là là, lorsqu'on on teste des voitures. Donc, c'est très poussé. Donc, Jeremy Clarkson, qui est on peut dire une sommité dans le monde de l'automobile, très connu. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il fait des commentaires des fois qu'on peut en prendre et en laisser. Là, il a mentionné que selon lui, Lewis Hamilton, je le dis de façon traduite, là, il a dit qu'il a passé son prime, donc version française, il est passé date. Vous me le direz si c'est pas la bonne façon de le dire, mais c'est le même que je le vois. Il a dit qu'il était rendu trop vieux et que c'est ça, présentement, il blâme sa voiture pour sa dernière séance de qualification. Pendant ce temps-là, son coéquipier George Russell était au premier rang. Bien sûr, il est possible que, comme Lewis va passer chez Ferrari l'an prochain, eh bien, on a rempli son réservoir de carburant avec de l'eau d'orge citronnée au lieu d'essence, mais il me semble que c'est très peu probable. Il est tout simplement rendu trop vieux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vrai ou faux? Lewis Hamilton a passé ses bonnes années, il passe ses dates et est rendu trop vieux. Selon toi, Kevin, est-ce que tu vas dans le même sens que Jeremy Clarkson sur ces commentaires-là ou il a tort, c'est faux?
Est-ce qu'il est peut-être moins performant qu'il y a 5 ou 6 ans? Oui, ça se peut, c'est possible. L'âge entre dans le décor, c'est vrai. Mais quand on regarde ce que, par exemple, un Fernando Alonso peut faire lorsqu'il a une bonne voiture entre les mains, je pense qu'on peut encore avoir du bon Lewis Hamilton à se mettre sous la dent. Mais est-ce qu'il est trop vieux et passé date, comme M. Clarkson a dit? Je ne penserais pas. Je pense qu'un pilote de cette trempe-là ne perd pas son talent d'un coup sec comme ça. C'est sûr que les dernières courses sont plus difficiles, on le voit, mais il y a une certaine période durant l'été, Lewis Hamilton, il ne faut pas oublier, il a gagné deux grands prix, deux courses sur trois. Il ne faut pas l'oublier. Là. La dernière, ça a été à cause de la disqualification de Russell. Mais quand même, il était là. Il était au niveau. Donc, moi, je pense que Hamilton n'est pas encore trop vieux. Il est encore capable de nous en donner. Puis, j'ai hâte de voir ça pour l'année prochaine chez Ferrari. Je pense que c'est normal avec l'âge d'être diminué. La première chose Oui. qu'on perd normalement, c'est de la vitesse ou des Mhm. réflexes. Mais on perd pas son talent. Ça, Non. je vois pas dans ce sens-là. Sauf que c'est vrai que Lewis Hamilton nous a habitués d'être sous la pluie, d'être très bon. Mhm. En plus, à Sao Paulo, là, ça m'a un peu surpris de le voir. C'était quasiment malaisant là, de voir un gars comme Lewis Hamilton connaître autant de difficultés dans un week-end comme ça. Mais moi, j'y vais dans le sens que, un peu comme tu mentionnais, Fernando Alonso, sur un week-end de 24 courses, j'y crois plus que Fernando Alonso peut rivaliser pour un championnat du monde. Mhm. Avec un gars comme Verstappen ou des jeunes loups qui sont capables, même des plus jeunes ont de la misère à performer sur 24 Grands Prix avec les configurations, les tracés différents, tout ce que ça emmène aussi du côté mental, mais aussi du côté physique. Je vois plus Fernando Alonso performer sur 24 Grands Prix et je pense la même chose pour Lewis Hamilton. Mais un Lewis Hamilton diminué et un Fernando Alonso diminué reste encore parmi les 5 meilleurs pilotes de la grille. Même si on perd 10-20 de leur capacité, selon moi, ils sont encore parmi les meilleurs pilotes. Et c'est pareil pour d'autres champions du monde qui ont déjà pris leur retraite, qu'on les ramènerait, puis ils seraient probablement des bons pilotes quand même, parce que la base reste là. Mais pour Lewis Hamilton et son futur, je pense que ça va être du même côté qu'Alonso. On va avoir des flashs, comme on a vu à Mhm. Silverstone, mais il sera plus capable de compétitionner sur 24 Grands Prix. Je peux me tromper, on va voir l'année prochaine, mais il a besoin, je l'ai dit souvent, il a besoin d'attacher ses souliers serrés, son casque, parce que se battre en qualification contre Charles Leclerc, pas capable de résister à son coup de pied George Russell. Et selon moi, Charles Leclerc est supérieur en qualification que ce que George Russell peut l'être, Mhm. même s'il est très, très bon. J'y vais avec toi, François. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il a passé date, Lewis Hamilton, il est trop vieux? Ben, il, faux, ben, trop vieux ou pas trop vieux, mais il est Vrai, vieux. vrai, C'est pas que, vrai, ben, tu faux. sais, c'est que, tu sais, c'est ça que j'aime des fois de la langue anglaise, puis juste pas que les gens se trompent, ma langue maternelle est le français, là. Mais past his prime, c'est une belle expression. Mhm. Oui, il a passé son niveau ultime de performance. Mhm. Donc, il n'est plus tu sais, il a été sur une pente ascendante. Il est resté longtemps au sommet. Moi, je pense toutefois que ça cache autre chose. C'est pas une question nécessairement d'âge, mais je pense que Lewis Hamilton est peut-être c'est un niveau de santé. Je pense que ça cache ça parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés quand le circuit est bosselé ou quoi que ce soit. Il y a de la difficulté de sortir Mhm. de son véhicule Mhm. et je ne serais pas surpris qu'il aille des séquelles au dos. Moi, j'ai des hernies discales personnellement. Je suis un joueur de basketball. Je souffre de ça. Ça fait 12-13 ans que j'ai ça. Donc, je sais c'est quoi avoir des maux de dos chroniques. Et j'ai l'impression des fois qu'Hamilton a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas qui l'empêche justement. Puis ça, quand tu as mal à quelque part, puis que tu fais du sport, ça vient jouer dans ta tête. Tu peux perdre ta concentration. Et ça ne... Écoutez, les gars, je ne serais pas étonné. Peut-être qu'on apprenne à un moment donné que Lewis Hamilton a un problème de santé quelconque, justement relié à l'usure, le fait que Crime, il conduit des Formule 1 depuis longtemps. Il s'est peut-être fait ça ailleurs, c'est peut-être l'usure Ouais. avec le temps. Donc, Mhm. quand il y a de la misère à sortir de sa Formule 1, après un Grand Prix où il y a eu beaucoup de boss, tu sais, puis que George Russell, il a le même véhicule, puis il n'y a pas ce problème-là, ben, il y a de quoi derrière ça. Donc, j'ai ce petit soupçon-là. Mais pour ce qui est du talent et de la capacité, Lewis Hamilton était encore très capable. Comme Kevin l'a dit, il a remporté 2 victoires. Oui, il y a une disqualification, mais quand même. Donc, je pense que la dernière, c'était à Spa-Francorchamps. Si je ne me trompe Mhm. pas, c'est Pas ça, c'est quand même exactement. ça. Donc, Ouais. tu sais, 2 victoires dans une auto qu'on ne penserait pas pouvoir gagner tant que ça là, cette année. Quoique maintenant, il y a une bonne parité, comme on l'a dit souvent, mais il va les chercher. Donc, il a encore le talent, il a encore les capacités, mais vraiment, je pense qu'il y a peut-être un problème de santé. Puis c'est ça qui fait en sorte que Jeremy Clarkson aurait pu dire des mots comme ça, mais je pense pas qu'il avait ça en tête lorsqu'il a prononcé ces mots-là. Non, c'est ça. C'est sûr que les traductions en français
passé date, ça sonne peut-être plus négatif que past Ouais. his prime, là, passer Ouais, son, non, c'est ça. Past passer his son. prime, là, c'est ça. Mais, tu sais, Mais tu sais, c'est évident. j'y vais dans le sens, il a raison quand même de dire qu'il a passé son apogée sans le Oui. prendre d'un insulte. Il gagnera plus 7 championnats, là. Ça, fait Mm. que c'est sûr que ça, c'est derrière lui. Ses victoires, c'est derrière lui. Mais Silverstone, c'était toute une. Tu sais, on parle beaucoup de la Belgique, sa dernière course. Mais oui, c'était une disqualification de George Russell. Mais Silverstone, sous la pluie, il a saisi ses opportunités. À un moment donné, un week-end où les opportunités se présentent, même chose pour Fernando Alonso. Ces gars-là, ils comprennent exactement qu'à la porte s'ouvre, ils vont saisir ces opportunités-là. Je pense juste pas qu'ils sont capables encore de le faire au nombre de grands prix où qu'on est rendu. J'aime le fait que tu apportes aussi ces problèmes, pratiquement peut-être des problèmes physiques. Peut-être qu'il faudrait qu'il ramène Angela. Depuis quelques années, il s'en était débarrassé, qu'il le suivait partout, qu'il faisait ses massages, qu'il replaçait son Mhm. dos, ta thérapeute. Mais je sais qu'il a sûrement remplacé. Quelqu'un d'autre agit à ce titre-là. Mhm. Mais comme tu dis, les années de marsouinage ont probablement été difficiles sur son cas. Je continue avec les commentaires de Jeremy Clarkson. Il a été à l'envers de la médaille. S'il a donné probablement le pot à M. Hamilton, mais aussi à Lance Stroll là, pour sa performance. Je pense que Lance Stroll, là, pas parce qu'on veut le protéger, parce que c'est un Québécois puis c'est un gars d'ici, mais je pense que les réseaux sociaux se sont occupés de lui Mhm. lors des 2 dernières semaines. Fait que j'ai décidé de le Ouais. laisser à l'ordre du sujet, mais oui, Clarkson a décidé de l'écorcher aussi. Mais il a été très gentil à l'endroit de Verstappen. Je voulais vous poser la question. Il dit que, selon lui, Verstappen est un des plus grands de tous les temps et peut-être même le plus grand pilote que nous ayons eu la chance de voir. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi, Kevin? Un des plus grands, j'aime regarder la carrière d'un pilote lorsqu'il est à la retraite. Parce que là, on a encore du Verstappen à voir là, en piste. Donc, on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Ses exploits en sont la preuve qu'il peut faire partie des plus grands pilotes de l'histoire. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est le plus grand? Je ne suis pas nécessairement convaincu. Le plus grand de son époque, pour moi, de son époque, oui. Jusqu'à maintenant, oui. On en avait jasé lors d'un épisode, là, Martin, tu te rappelles le meilleur de tous les temps? Oui. C'est une question d'opinion. Tu Mhm. sais, ça peut être, un va penser que c'est Schumacher, l'autre va penser à Hamilton, l'autre Verstappen. C'est très, très, très varié. C'est certain, par contre, que ses exploits et ses performances font en sorte que c'est un candidat très crédible à ce titre-là. En plus qu'il a seulement 27 ans. Mhm. Il est encore assez jeune, Max Verstappen. Donc, s'il le veut, bien entendu, il y a encore beaucoup de temps devant lui. Il reste à voir si ça lui tente de poursuivre sa carrière pour encore plusieurs saisons. Mais on peut le considérer parmi l'un des plus grands, bien effectivement. Ouais, moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi. Là, ça, c'est coché. Son nom appartient à l'histoire, déjà, c'est fait. La course au Brésil, ben, ça fait que ajouter à sa légende, ce qui a complété, tu pars 17e dans la pluie, les autres semblent être dans du sable mouvant, puis toi, tu fais des dépassements par l'extérieur. On l'a vu au départ, là, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de réécouter partie par partie les dépassements qu'il a fait. C'est quand même, c'est quelque chose. On l'a comparé même à Ayrton Senna dans ses meilleurs moments. Donc, tout ça, je pense que c'est coché. Tu fais bien de rapporter notre épisode où on parlait des plus grands de tous les temps. Je l'avais dit, c'est les critères de tous et chacun sont complètement différents. Pour certains, être le meilleur de tous les temps, il faut avoir le plus grand nombre de victoires. Pour d'autres, il faut être capable de monter une écurie et de l'emmener au plus grand, d'avoir développé une voiture. Il y en a qui vont simplement regarder le nombre de victoires par le nombre de courses. Tu avais nommé notamment, toi, Juan Manuel Fangio pour son pourcentage Mhm. de victoires. Donc, tout ça, et à l'époque où ce que les pilotes sont encore des gladiateurs, mais où ce que c'était, tu commençais la saison, puis il y avait plusieurs pilotes qui étaient utilisés parce qu'il y en avait qui mouraient tout simplement. Ouais. Pendant un week-end, quand il y avait 2 décès, le monde se disait ça a bien été finalement, puis ça sera plus pantoute une réalité aujourd'hui. Donc oui, pour ça, je vais pas jusqu'à là, mais que Jeremy Clarkson mentionne que c'est probablement le meilleur pilote de tous les temps. Je vais pas jusqu'à là, mais la performance, c'est qui a établi pendant le week-end. Je pense que c'est plus là qu'il faut diriger notre attention, de dire c'est probablement l'une des meilleures performances des pilotes. Tu sais, lorsqu'on va faire des top 10 là, de un week-end exceptionnel ou du moins une course exceptionnelle, je pense que Verstappen a réussi à se glisser dans le top 10 ou peut-être d'avoir même 2 fois son nom dans le chapeau avec ce qu'il avait déjà fait par le passé à Sao Paulo dans des conditions qui étaient quand même similaires. De ton côté, François, vrai ou faux, là, c'est probablement le meilleur pilote qu'on a vu de tous les temps ou du moins un des meilleurs, ça c'est sûr. Là. L'un des meilleurs,
certes, on peut pas le cacher parce que, comme aussi, encore, j'abonde dans le même sens que Kevin, de son époque, Max Verstappen, c'est incroyable, c'est un talent générationnel, il est très dominant. De dire que c'est le meilleur de tous les temps, là, c'est comme on dit, cette conversation-là, on l'aura jamais le meilleur de tous les temps en course automobile pour la simple et bonne raison que toutes les époques ne se ressemblent pas. Mhm. Il y a tellement de noms qu'on peut penser, mais moi, ce qui me fait dire qu'un pilote peut être le meilleur de tous les temps ou que je le rentre dans la conversation, ce n'est pas des statistiques nécessairement. C'est plus, ben, la statistique vient en ligne de compte, mais c'est pas le nombre nécessairement, mais c'est a-t-il gagné avec différents types de véhicules ou différentes écuries? Parce que c'est pas juste la F1, mais un pilote, moi, je mets souvent Gilles Villeneuve et Ayrton Senna moi, je mets ces deux-là sur le même piédestal. Je pense pour moi, c'est mes deux favoris de tous les temps et je les Mhm. trouve égaux pour la simple et bonne raison qu'ils pouvaient gagner dans n'importe quelle voiture, de type de voiture dans laquelle ils rentraient. Ils avaient un contrôle exceptionnel sous la pluie. Dans n'importe quelle circonstance, ces gars-là étaient extrêmement spectaculaires. On l'a vu, je vous ai montré une vidéo de Senna un moment donné où il se mesurait à plein de champions du monde. Ils Mhm. avaient tous la même Mercedes de rue et il leur a donné une leçon alors qu'il était une recrue dans sa Toleman à l'époque. Il avait été invité là par hasard en dernier recours par la bande. Gilles Villeneuve qui a gagné en motoneige, en Atlantique, il a battu beaucoup de champions, arrive en F1, performe tout de suite. Donc, Puis là, on oublie, tu sais, je nomme pas bon, Schumacher qui exécutait extrêmement bien. Je suis moins fan de Schumacher pour ce qu'il a fait, mais je respecte énormément son pilotage. Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart, Tazio Nuvolari, dans le début vraiment des débuts de la Formule 1. Donc, c'est vraiment impossible de comparer tous ces gens-là, mais je pense que Verstappen, vu qu'il est jeune et il n'a pas l'air de vouloir s'étirer en F1 selon ce qu'on entend, moi, je pense que ce jeune-là, ce pilote-là veut aller faire autre chose, va vouloir gagner le Mans, va vouloir faire du GT3, va vouloir toucher un peu à tout. Et si on voit que Verstappen gagne dans toutes ces catégories-là, on va pouvoir vraiment dire peut-être que c'est le meilleur pilote de tous les temps parce qu'il va l'avoir démontré que peu importe la machine dans laquelle il se trouve, il peut remporter la victoire. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Dans le fond, talent indéniable, mais il vient à peine d'avoir 27 ans, donc sa légende, il n'a pas fini de l'écrire, mais c'est certain qu'avec des éléments, des week-ends comme il a fait au Grand Prix du Brésil, ben, il ne fait que rajouter à ça et continuer de cocher tous les cases là, pour se rendre en haut. Mais c'est vrai, le haut de l'échelle, qui peut vraiment décider c'est quoi. J'aime beaucoup tes critères, François, de dire que c'est vrai, quand tu regardes un gars comme Gilles Villeneuve, tu lui donnais il faisait des courses d'hélicoptère contre lui-même, là. Fait que c'est Ouais. n'importe quoi qui a un moteur. Pour lui, il était toujours dans une course là, dans sa vie de tous les jours, dans quoi que ce soit, c'était inné en dedans de lui. Donc, Ah, ces gars-là réussissaient à compétitionner et à être plus rapides dans peu importe ce qui était motorisé. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça rend les grands pilotes. Puis, Verstappen, on n'exclut pas ça parce qu'on le voit, il est un des meilleurs pilotes au monde dans ses courses virtuelles de simulation, ah peu importe oui. le genre de voiture. J'avais entendu aussi, c'était au cours de l'été, il avait été essayé, vous m'excuserez la série exactement, là. Je sais pas si c'était une voiture de WEC ou un DTM ou quoi que ce soit. Mhm. Puis son entraîneur, la personne qui est pas snobait les pilotes de Formule 1, mais dit ah des fois j'en ai vu d'autres arriver, puis il y a des ajustements, puis tout ça, mais il dit Verstappen premier tour était plus rapide que tout le monde, il battait des temps que ce que. Fait que, tu sais, on l'a déjà eu cet avant-goût-là que Ouais. dans d'autres séries, il va être capable de retenir l'attention et d'ajouter à cette légende-là. Je vous apporte à l'envers de la médaille. Là, cette fois-ci, on laisse Jeremy Clarkson, puis on y va avec Eddie Jordan, qui mentionnait que, suite aux commentaires de Lando Norris, vous vous rappelez, après la course, il a dit que ce que Verstappen a fait, c'était de la chance. Que c'était, en tout cas, il a diminué un peu ce qui est arrivé. Moi, j'avais dit, c'est des commentaires à chaud, faut faire attention à Mhm. ça. Ils viennent probablement de perdre son championnat du monde, donc ces commentaires, c'est pas nécessairement ce que ça représente peut-être sa pensée. Ce que j'ai été déçu, c'est qu'il n'est pas revenu là-dessus au cours des dernières semaines. Il n'a pas peut-être eu l'occasion de le faire, sauf que avec Twitter aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça aurait été facile de donner une petite entrevue aux réseaux sociaux de McLaren, puis dire, ah, écoutez, je sais pas ça que je voulais dire, mais moi, pour ma part, j'ai pas rien vu là-dessus. Donc, Eddie Jordan, il n'a pas été de main morte. Il a dit que Lando Norris devrait s'acheter un miroir. La première chose qu'il devrait faire, là, c'est prendre le temps de se regarder dans le miroir durant la saison morte, mais il devrait commencer tout de suite de savoir est-ce qu'il peut vraiment avoir son nom dans le calibre des champions du monde. J'avais une question là, d'un auditeur, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me demandait est-ce que Lando Norris, je ne le nommerai pas parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation nécessairement de le nommer, mais me poser la question est-ce que Lando Norris serait
euh, en capturant le titre, serait un des champions du monde les moins talentueux dans les dernières années. Donc, ça va un peu dans le même sens qu'Eddie Jordan disait, est-ce que tu peux vraiment mentionner le nom de Lando Norris aux côtés des gens qui ont capturé des titres? Il doit travailler là-dessus. Il manque encore beaucoup d'outils. Et de ce que j'ai vu de Verstappen au cours du week-end au Brésil, il n'y a rien qui ressemble à ce que Lando Norris serait capable de faire. Donc, c'est ce qu'il mentionnait. Donc, je vous pose la question pour vous. En date d'aujourd'hui, est-ce que Lando Norris a le calibre d'un champion du monde? Je commence avec toi, Kevin. En fait, Norris, c'est un très bon pilote. Est-ce qu'il a le calibre? Ça reste à voir pour le futur parce que là, il apprend. Il apprend dans une bataille avec un grand pilote en Verstappen. Donc là, il prend de l'expérience, ça va lui être utile pour plus tard. Est-ce qu'il a le calibre d'un champion du monde? Moi, je pense qu'on va le voir dans les années qui vont venir s'il se bat à nouveau. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive à nouveau, puis il réussit à hausser son niveau, peut-être qu'on va se dire, ah, ben cette expérience-là, ben, ça a été pratique. Donc, moi, je pense que pour le moment, en ce moment même, en 2024, il ne l'a pas. Mais est-ce qu'il va l'avoir, par exemple, en 2025? Il va avoir acquis de l'expérience et là, on va se dire, ah ben Colin, ça a été bon, Lando Norris, ça a été bénéfique pour lui. Il se bat pour le championnat, il est plus constant, il fait moins d'erreurs, il prend des décisions beaucoup plus promptes par rapport à son écurie, il est plus autoritaire en piste. Oui, peut-être que ça va arriver, mais pour le moment, dans mon livre à moi, je trouve que Norris n'a peut-être pas le calibre d'un champion du monde comparativement à un Max Verstappen, par exemple. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu apportes comme point, c'est de le compter pour battu tout de suite, il est peut-être trop tôt, mais c'est de Mm, voir est-ce qu'il va continuer. On sait que cette saison, il a répété les mêmes erreurs, mais mm. la saison prochaine, c'est une nouvelle saison, est-ce qu'il va être capable de bâtir et de mettre cette expérience-là, ces outils-là dans son coffre? Moi, pour ma part, je suis d'accord avec toi, peut-être trop tôt, mais je vois pas en lui un champion du monde et on l'a vu là, au cours du week-end, c'était super important pour lui. Il devait sécuriser ces points-là. Il n'a pas réussi à soulever l'opportunité. Encore une fois, Oscar Piastri l'a battu et c'est ça qui va lui faire mal. S'il avait peut-être un coéquipier un peu moins compétitif et qui lui ouvrait la porte, mais là, présentement, son plus gros ennemi ne sera pas Max Verstappen, c'est qu'il va devoir avoir l'avantage sur Oscar Piastri. Et Piastri en est qu'à sa deuxième saison en F1. Et déjà là, on voit l'écart. Pour moi, l'écart de talent est déjà visible. Là. De ton côté, François, je te demanderais de compléter rapidement celle-là, puis on va en venir à l'autre qui va mettre la table pour le Grand Prix de Vegas. De ton côté, est-ce que c'est vrai ou faux? Lando Norris a le calibre d'un champion du monde? Ben, il a le calibre d'un champion du monde en devenir. Un champion du monde, un vrai champion du monde ne fait pas autant d'erreurs que Norris le fait. Mais Norris, ce qui m'impressionne de lui, c'est que même s'il a une disette une fin de semaine, il est capable de rebondir la fin de semaine d'après. C'est juste que Ouais. oui, il y a des erreurs qui se répètent, mais au moins il trouve la vitesse puis il se laisse pas abattre. Donc, il trouve la performance. Simplement que oui, un peu plus de maturité, peut-être un peu plus d'expérience et on l'a vu, il a mal exécuté son Grand Prix du Brésil. Verstappen n'a pas fait d'erreur. Ça, c'est un champion du monde. Norris en a fait. On les a vus. C'était flagrant. Donc, il faut qu'il corrige ça s'il veut devenir champion du monde, mais je crois qu'il a le calibre de champion du monde. Comme on en a déjà parlé dans différentes séries, c'est toujours contre qui aussi tu gagnes. Malheureusement, Ouais, on le dit, tu rencontres un talent générationnel en Verstappen. Donc, il y a énormément de pilotes qui sont probablement des bons pilotes qui ne seront jamais champions du monde parce qu'ils sont arrivés à l'époque de Verstappen. C'était la même ici. Ça se répète en F1, là, ceux qui ont été face à Hamilton, ben ceux oui. qui ont été face à Schumacher. Tu ne deviens pas champion juste parce que tu n'es pas arrivé à la bonne époque. Euh, je mets la table pour le week-end de Vegas rapidement. Question qui me vient là-dessus. On le mentionne, le championnat est pratiquement réglé. Verstappen n'a seulement qu'à garder un écart de 60 points avec Lando Norris au Nevada, donc au Grand Prix de Las Vegas. S'il conserve une avance de 60 points, il en a 62 présentement, donc il sera champion du monde au terme du week-end. Avec cette nouvelle, le championnat qui est désormais pratiquement inatteignable pour Lando Norris, est-ce que cela signifie le retour de la règle orange papaye, la règle qui signifie que les deux pilotes McLaren ont le droit de se compétitionner et dans le fond ne se laissent pas de chance. Donc on ne reverra pas Oscar Piastri laisser sa place si on lui demande puisque le championnat est pratiquement inatteignable. Est-ce que tu penses que c'est le retour de la règle orange papaye de ton côté, François? Ah, tout à fait. Ouais. C'est maintenant que le championnat est somme toute inatteignable. Ça prend deux abandons de Verstappen en deux courses pour pouvoir le relancer, le championnat. Mhm. Donc, c'est très improbable. Mais oui, McLaren a donné toutes les chances à Lando Norris. Piastri a fait de beaux sacrifices, lui a donné une victoire dans la sprint race. Donc, oui, laissons-les se battre, mettons un peu d'action. Donnons à Oscar Piastri ce qu'il mérite aussi. Là. Il a été bon joueur. Norris n'a pas saisi l'occasion.
Ouais. Par conséquent, oui, laissons-les se battre. Puis amenons encore les belles bagarres qu'on a vues là, entre ces deux-là là, au courant de la saison. Ouais, je pense qu'on n'a plus les arguments nécessaires pour convaincre Oscar Piastri et son agent de laisser la chance à Norris, là, même s'il y a encore le coup en dessous de l'eau, là, il est pas un petit peu au-dessus de l'eau, je veux dire, il n'est pas complètement Ouais. noyé, mais les arguments là, sont vraiment minces pour convaincre Piastri. En terminant, Kevin, de ton côté, est-ce que tu penses que c'est le retour de la règle orange papaye? Ouais, ben pour faire ça très court, comme François a mentionné, là, avec toutes ces raisons, oui, je pense qu'on va revoir la fameuse règle orange papaye là, du côté de Las Vegas. Ouais. C'est ça. J'entends beaucoup de gens là, qui ont mentionné ah ben la fois que si Lando avait gagné la course, ça aurait changé le championnat. Je suis d'accord, sauf que ça lui donnait pas encore suffisamment de points là, pour le remporter. Oui, ça lui aurait peut-être enlevé un peu de pression, sauf que des erreurs, il en a fait tout au long de la saison. Il en a fait à partir du Grand Prix de Chine lorsqu'il avait eu la pole pendant la sprint. Donc, il a quand même creusé son trou. McLaren a fait ses erreurs aussi. Ils ont leur tort, sauf que je pense qu'une fois qu'on va faire le bilan de l'année, là, il va y avoir des torts qui vont revenir un peu à tout le monde. Mais le meilleur conseil revient que c'est Eddie Jordan qui a dit peut-être de se regarder dans le miroir. Pas de le faire, je le dis pas de façon négative. Je pense que chaque pilote doit le faire à la fin d'une saison. On le fait nous autres aussi avec le bilan, d'évaluer un peu chaque pilote, mais c'est ça. McLaren vont avoir eu leur tort dans cette bagarre au championnat-là. Et comme Kevin mentionnait, bien, on sait comment on va en sortir grandi, comment on va réussir à développer et être plus fort de ce qu'on a vécu au cours de la saison parce que la saison 2025 s'annonce probablement la meilleure saison dans l'histoire de la F1. J'aime penser ça et je pense que les arguments présentement qu'on a sous la main vont dans ce sens-là. Euh, Messieurs, je vous remercie d'avoir été là. C'était super le fun de discuter des différents sujets, passer cette actualité-là qui nous a bombardé au cours de la semaine. Et ben, on est fin prêt pour le Grand Prix de Vegas qui arrivera la semaine prochaine. Et il reste encore 3 Grands Prix à la saison. On va en profiter pleinement. Il reste aussi une course sprint au Qatar, 3 en 3. Donc, la table est mise. Pour ma part, j'ai déjà hâte. Oui, si on approche de la fin, je pense qu'on va avoir tout un spectacle quand même. Donc, François Goulet, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. Merci à toi. Et de ton côté, Kevin Fontaine, on peut toujours te lire aussi des articles chroniques souvenirs sur notre page et ton livre aussi qui est disponible, là, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, toujours des copies disponibles si les gens veulent s'en procurer. Absolument. Merci beaucoup, Martin. Très apprécié. Merci les boys. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 15 novembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain, en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à aussi nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.